Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va vous parler des banques parce que nous savons par les questions qui nous sont posées qu'il y a un peu d'inquiétude sur le système bancaire en général, à la fois sur sa solidité et sur sa rentabilité. Alors, l'impression qu'on a chez Ebou, c'est que les banques sont beaucoup plus sûres que ce que l'on croit généralement. Alors d'abord, il y a une inquiétude souvent parce que les banques prêtent de l'argent, elles se disent est-ce que ces prêts sont sûrs, est-ce que la rentabilité est assurée? Et bon, la première chose qu'on voudrait vous dire, c'est que les revenus nets d'intérêt, c'est que 50% de chiffre d'affaires, c'est-à-dire du PNB des banques, comme vous pouvez le voir dans le graphique qui est là. Et en plus, ces crédits sont très diversifiés puisque vous avez des crédits à l'habitat, des crédits à l'équipement, des crédits de trésorerie, du crédit bail. Et vous voyez dans le graphique là pour les banques françaises, le crédit à l'habitat c'est quasiment la moitié de l'ensemble des crédits. Vous savez, ce sont des crédits assez sûrs. Bon. Par ailleurs, la rentabilité des crédits, elle dépend de la marge d'intérêt, c'est-à-dire de la différence qu'il y a entre le prix auquel une banque prête de l'argent et son coût de refinancement. Alors le prix auquel elle prête de l'argent, c'est si vous faites un emprunt pour acheter un appartement à 1,5%, c'est par exemple 1,5%. Le coût de refinancement, il y a deux sources de refinancement. Il y a le refinancement sur les marchés, donc soit interbancaire, soit auprès de la banque centrale, soit sur le marché obligataire. Et puis il y a le refinancement avec les dépôts, parce que quand vous ouvrez un compte dans une banque, vous y déposez de l'argent, et ces dépôts sont utilisés par la banque pour être prêtés, souvent à moyen et long terme. Mais ces dépôts, ils ont un coût qui est un coût fixe, et donc si vous voulez ce coût fixe, c'est le coût de l'agence, le coût du personnel dans les agences, etc. Il ne peut pas être tellement réduit. Et dans le graphique de gauche, vous avez la différence entre le prix des crédits et le coût des dépôts, et vous voyez qu'effectivement cette marge d'intérêt, elle a diminué, hein, on a le chiffre depuis 2015. C'est bien normal parce que même si les banques ont fait de gros efforts, mais les banques centrales ont pesé, vous savez, sur les taux d'intérêt, et donc c'est normal que ça a été réduit. Mais dans l'autre graphique, celui qui est à côté où il y a marge nette d'intérêt au sens des données bancaires consolidées, vous avez les marges nettes donc pour la totalité de la banque, et vous voyez que malgré ce poids sur la baisse des taux d'intérêt qui a pesé sur la rentabilité des dépôts, eh bien finalement l'impact de la concurrence a été suffisamment maîtrisé pour que les marges d'intérêt tiennent et même commencent à se redresser, vous voyez, dans quasiment tous les pays depuis quelques années ou au moins depuis 2018. Voilà. Et donc ça veut dire que quand les banques se sont refinancées, par exemple à moins 1% auprès de la Banque centrale, elles ont réussi à reprêter à 1% ou à 1,5%, donc à faire de un peu meilleures marges que ce qu'elles ont fait sur le refinancement à partir des dépôts. Et donc c'est ce qui a permis aux banques depuis maintenant 1 ou 2 ans globalement d'améliorer ou de tenir leur marge d'intérêt. Et vous regarderez notamment la marge d'intérêt en France, hein, c'est en bleu, vous voyez qu'elle est bien tenue parce qu'on a un système bancaire français qui est tout de même très solide. Bon, donc ça c'était le premier point sur la rentabilité des marges d'intérêt. Mais la rentabilité du crédit, elle ne dépend pas que de la marge d'intérêt, elle dépend aussi des provisions pour risque. Hein. Puisque quand vous avez gagné de l'argent, ensuite vous avez prêté de l'argent à certains de vos clients qui, eux, vont faire faillite, par exemple, et ne pourront pas vous rembourser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce taux de prêt dit non performant, il varie en fonction des gens à qui vous avez prêté de l'argent. Alors, vous avez ici les statistiques pour la France, et vous voyez pour les PME, les grandes entreprises, les ménages, et puis globalement, pour tous les clients de la banque, ménages et entreprises. Donc, vous voyez, en global, c'est à peu près 3%, mais évidemment, c'est 4,4% pour une PME et 2,6% pour un ménage. Donc, c'est pas le même risque si vous prêtez à un ménage ou si vous prêtez à une PME. Mais globalement, c'est 3%. Et évidemment, 3%, vous dites c'est beaucoup. Oui et non, parce que d'abord, il y a des garanties, donc la banque va pas perdre les 3%, elle a des cautions. Ensuite, les 3%, c'est sur la totalité du book de crédit. Un book de crédit, c'est à peu près 7 ans, 7 à 10 ans. Bon, imaginez que ce soit 10 ans, 3% sur un an, ça fait 0,3%. Donc, si vous comparez ces 0,3% à une marge de crédit, par exemple, de 1,5%, il va rester tout de même 1,2% de bénéfice.
Voilà, donc vous voyez, ça vous permet de relativiser. Et bon, il faut savoir que, en plus, cette marge de défaillance, elle va varier en fonction des pays. Donc on vous a mis ici l'Allemagne, la France, l'Union européenne, la zone euro, l'Espagne et l'Italie. Vous voyez que la France est pas mal placée, moins bien que l'Allemagne, mais pas mal placée. Et vous voyez que c'est l'Italie qui est plutôt en difficulté. Mais globalement, pour la zone euro, bon ben, on a sur les entreprises 4,8% et sur les ménages 2,9%, donc entre 3 et 4%. Hein, pour l'ensemble du système bancaire, de taux non performants. Mais ce qui est intéressant, et c'est ce graphique qu'on vous a mis là, c'est qu'on a une baisse tendancielle du risque. Alors c'est difficile de savoir pourquoi, peut-être parce que l'économie est de moins en moins intensive en capital, peut-être que parce que les taux sont bas, les sociétés arrivent mieux à tenir leur crédit. Peu importe, en tous les cas, vous voyez aussi bien pour les ménages, pour les entreprises non financières, pour les grandes entreprises et pour les PME, vous avez une baisse tendancielle du risque. Donc c'est intéressant à mettre en rapport à le fait que finalement les marges d'intérêt tiennent assez bien, de voir que parallèlement à ça, on a une baisse tendancielle du risque. Et c'est d'autant plus intéressant à noter que parallèlement à tout ça, la sécurité du système bancaire, des bilans bancaires s'est fortement amélioré. Et vous avez ici les chiffres pour la France de 2016 à 2020. Le ratio de solvabilité CET1, c'est le capital que les banques ont pour faire face à d'éventuels problèmes sur leur crédit. Il est passé de 13,7% en 2016 à 16% en 2020. Donc il s'est fortement accru. Et ça, c'est extrêmement bien. Si on regarde sur l'ensemble des pays européens, vous voyez, c'est vrai pour tous les pays en Europe, il y a une très forte sécurisation des bilans bancaires. Parallèlement à ça, on a vu le crédit, mais donc encore une fois, 50% du chiffre d'affaires de la banque, c'est à d'autres sources que le simple crédit. Et c'est souvent dans des métiers qui sont très exigeants en technicité, hein, donc très difficiles à aborder par des fintechs, etc. Alors, on vous donne quelques exemples d'autres métiers que le simple crédit qui font vivre les banques. Vous avez l'affacturage, le financement des flottes automobiles, la gestion d'actifs, l'assurance. Vous savez que les banques ont de plus en plus d'assurance, à la fois de l'assurance crédit, mais également de l'assurance IARD. Les fusions-acquisitions, beaucoup de banques font des fusions-acquisitions, le financement de projets, tout le travail sur les dérivés de taux, les dérivés actions, les dérivés sur les devises. Vous savez, par exemple, beaucoup de sociétés veulent protéger leur chiffre d'affaires des variations de devises. Bon, c'est les banques qui travaillent ça avec les dérivés. Beaucoup de banques font des ventes d'actions, du commerce des actions et d'obligations. Elles font du service aux investisseurs, c'est-à-dire elles tiennent le bouc des investisseurs, elles tiennent leurs actions, elles touchent les coupons pour elles, etc. Elles font du placement obligataire. Si vous avez Air Liquide qui veut émettre une obligation de 5 milliards d'euros, c'est les banques qui vont assurer le placement de cette obligation. Elles font du cash management, etc., etc. Donc voilà, il faut bien vous dire qu'il y a beaucoup de métiers très spécialisés, très techniques, qui font la moitié du chiffre d'affaires des banques, parallèlement au crédit. Et donc, au global, si on regarde la rentabilité des banques par rapport à leurs actifs, vous voyez que elle s'est stabilisée après les crises de 2008 et 2012, qui ont été des crises très sévères et qui ont entraîné ces variations. Vous voyez qu'elles se stabilisent et qu'elles sont maintenant sur un biais haussier. Vous pouvez regarder en bleu le système bancaire français. Vous voyez que c'est un de ceux qui a été le plus stable en termes de rentabilité et qui est également sur un biais haussier. Donc vous voyez, ça contredit un peu l'opinion que les gens se font du système bancaire. Bon. Alors maintenant, si on regarde les banques dans le monde occidental, les principales banques, on vous a mis ici la rentabilité des capitaux propres des principales banques, et c'est très intéressant, parce que vous avez une des principales banques, JP Morgan Chase, qui a une rentabilité des capitaux propres de 14%. Ensuite, on vous a mis d'autres exemples, Bank of America 10 à 11%, Wells Fargo 9%, Banco Santander 9%, BNP 8%, Crédit Agricole 8%, Barclays 7%, Société Générale 6%, Unicredit 5%, Commerzbank 3 à 4%. Donc vous voyez, il y a vraiment une hiérarchie. Les meilleures banques sont à 14%, les moins bonnes sont à 4%.
Donc il y a vraiment une hiérarchie des banques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un lien entre la hiérarchie de la rentabilité des banques et la taille de la banque. On vous a mis le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le PNB en milliards d'euros. Et vous voyez que plus la banque est grosse, plus sa rentabilité est forte. Plus elle est faible, plus la banque est petite, plus sa rentabilité est faible. La Commerzbank a 8 milliards de PNB, 3% de retour sur fonds propres. JP Morgan a 106 milliards de PNB, 14% de rentabilité sur fonds propres. Donc c'est exactement la théorie du Boston Consulting Group, vous savez qu'on aime beaucoup, de lien entre la taille de la société, sa position concurrentielle et sa rentabilité. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si vous voulez, il y a trop de banques. Pourquoi est-ce que la rentabilité du système bancaire est plutôt plus faible que celle des autres secteurs? Eh bien, c'est parce que surtout en Europe, il y a trop de banques. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le système bancaire va se consolider dans les prochaines années de façon à améliorer sa rentabilité. Maintenant, dernier point qu'on voudrait voir avec vous, c'est comparer la rentabilité du leader. Alors, on a pris JP Morgan Chase et la rentabilité des autres leaders dans le monde, dans d'autres secteurs. Vous voyez, la rentabilité des fonds propres de JP Morgan, c'est à peu près 14%. Celle de L'Oréal, c'est 15%. Celle d'LVMH, c'est 16%. Celle de AB InBev, c'est 11%. Adecco, 13%. Air Liquide, 14%. Dassault Systèmes, 12%. Michelin, 14%. Schneider, 12%. SEB, 16%. Donc, ce qu'on voulait vous montrer par là, c'est que si on prend les leaders, on va arriver à peu près au même niveau de rentabilité. Donc, il n'y a pas une exception bancaire. Si on prend le leader bancaire, il est aussi rentable que le leader dans les cosmétiques, ou quasiment. C'est quasiment la même chose. Donc, il n'y a pas une exception, il y a simplement en Europe un système bancaire qui est fragmenté. Donc, la conclusion, c'est que le système bancaire est plus résilient que ce qui est généralement escompté. Sa rentabilité générale est orientée à la hausse. Il est globalement comparable aux autres secteurs et il peut donc servir de support à l'investissement au même titre que les autres secteurs, mais avec les mêmes exigences d'analyse microéconomique au cas par cas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. À très bientôt avec l'équipe Hibou.